Salut tout le monde. Alors c'est parti pour le 5e chapitre. Je joue carte avec un cheval. Alors c'est toujours le livre Le voleur de foudre. Donc c'est parti. J'ai fait des rêves bizarres, plein d'animaux de ferme. Pour la plupart, ils voulaient me tuer. Les autres réclamaient à manger. J'ai dû me réveiller plusieurs fois. Mais ce que j'entendais et voyais n'avait aucun sens. Alors je sombrais de nouveau dans l'inconscience. Je me souviens que j'étais allongé dans un lit moelleux et qu'on me faisait manger à la petite cuillère un truc qui avait un goût de popcorn au beurre mais une consistance de crème. La fille aux cheveux blonds bouclés était penchée sur moi et elle souriait d'un air satisfait en retirant des petites éclaboussures de mon menton avec la cuillère. Lorsqu'elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle a demandé: que se passera-t-il au solstice d'été? J'ai réussi à éructer. Quoi? Elle a regardé autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été volé? Nous n'avons que quelques semaines. Je suis désolé et je bafouillais. Je ne. On a frappé à la porte et la fille s'est empressée de me fourrer une cuillère de crème dans la bouche. Quand je me suis réveillé la fois suivante, la fille était partie. Un grand blond à la dégaine de surfeur me surveillait debout. Dans un coin de la chambre, il avait des yeux bleus, une bonne douzaine, sur les joues, le menton, le dessus des mains. Lorsque j'ai enfin repris conscience pour de bon, le cadre où je me trouvais n'avait rien de bizarre, si ce n'est qu'il était plus beau que tout ce à quoi j'étais habitué. J'étais allongé dans un transat sur une immense terrasse, avec vue sur une prairie et un horizon de collines verdoyantes. Le vent était chargé d'un parfum de fraises. J'avais une couverture sur les genoux, un oreiller sous la nuque. Tout ça était super, sauf que j'avais la bouche sèche comme si un scorpion y avait fait son nid. Ma langue était désagréablement râpeuse et chacune de mes dents me faisait mal. J'ai aperçu, posé sur ma table de chevet, un grand verre d'une boisson ambrée, du jus de pomme sans doute, avec une paille verte et une ombrelle en papier plantée dans une cerise confite. Mes mains étaient si faibles que lorsque j'ai refermé les doigts sur le verre, il a failli m'échapper. Attention, a dit une voix familière. Grover était appuyé contre la balustrade de la terrasse. Il avait une mine de déterré. Sous le bras, il tenait un carton à chaussures. Il portait un blue jean, des converses montantes et un t-shirt orange. Vif avec l'inscription Colonie des Sans Mêlés. Mon bon vieux Grover, rien de plus. Pas le pic. Alors peut-être avais-je fait un cauchemar. Peut-être maman était-elle saine et sauve. Nous étions toujours en vacances. Nous avions fait halte dans cette grande maison pour une raison quelconque et... Tu m'as sauvé la vie, a dit Grover. Enfin, c'était le moins que je puisse faire. Je suis retourné à la colline. Je me suis dit que tu aimerais peut-être la garder. Avec référence, il a déposé le carton en chaussures sur mes genoux. À l'intérieur, il y avait une corne de taureau noir et blanc, dont le bas s'était déchiqueté car elle avait été cassée. Et la pointe maculée de sang séché. Ce n'était pas un cauchemar. Le Minotaure, ai-je dit. Percy, ce n'est pas une bonne idée. C'est le nom qu'on lui donne dans la mythologie grecque, n'est-ce pas? Et j'insistais. Le Minotaure moitié homme, moitié taureau. Grover s'est tortillé, l'air mal à l'aise. Tu es resté inconscient 2 jours. De quoi te souviens-tu? Maman, est-ce qu'elle est vraiment... Il a baissé les yeux. J'ai regardé le paysage qui s'étendait devant moi. Des bosquets d'arbres, une rivière qui serpentait, des hectares de fraises déployés sous le ciel bleu. La vallée était entourée de collines ondulantes. Et la plus haute, juste en face de nous, était celle où se dressait le pin géant. Même cet arbre, dont la lumière du soleil était beau. Ma mère n'était plus. Le monde entier aurait dû être sombre et froid. Rien n'aurait dû être beau. Je suis désolé, a dit Grover, en reniflant. Je suis un raté. Je suis le pire satire du monde. Il a gémi et tapé du pied si fort qu'il l'a fait se détacher. La converse, je veux dire, à
À l'intérieur, elle était pleine de polystyrène, expansée à part un trou en forme de sabot. Oh, Styx, a-t-il grommelé. Un grondement de tonnerre traversait le ciel serein. Tout en le regardant se démener pour remettre son sabot dans le faux pied, je me suis dit, bon, voilà une question de moins. Grover était un satyre. J'étais prêt à parier que si je rasais ses cheveux bruns et bouclés, je trouverais de minuscules cornes sur sa tête. Mais j'étais trop malheureux pour accorder la moindre importance à l'existence des satyres et même des minotaures. Tout cela signifiait que ma mère avait véritablement été réduite à néant, vaporisée en lumière jaune. J'étais seul, orphelin, j'allais devoir vivre avec. Gabi, plus grave, non, c'était hors de question. Plutôt vivre à la rue, ou prétendre que j'avais 17 ans et rentrer dans l'armée, je trouverais quelque chose. Grover reniflait toujours le pauvre garçon, le pauvre piqué, pauvre satire, peu importe, avait l'air de s'attendre à recevoir des coups. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit, si j'étais censé te protéger. Est-ce ma mère qui t'avait demandé de me protéger? Non, mais c'est mon boulot. Je suis un gardien, du moins, je l'étais. Mais pourquoi? Soudain, j'étais pris d'un vertige et ma vue s'est brouillée. Ne force pas, m'a dit Grover. Tiens. Il m'a aidé à tenir le verre et à mettre la paille entre les lèvres. Le goût m'a fait sursauter, car je m'attendais à du jus de pomme. Ce n'est pas ça du tout. C'était des biscuits aux pépites de chocolat, des biscuits liquides, et pas n'importe lesquels. Les biscuits bleus au chocolat que faisait maman, riche en beurre et toujours sortis du four, avec les pépites de chocolat encore fondantes. En buvant, je sentais mon corps entier se détendre et se réchauffer, se recharger en énergie. Mon chagrin n'a pas disparu, mais j'ai eu l'impression que maman venait de me caresser la joue, de me donner un biscuit, comme elle le faisait quand j'étais petit, en me disant que tout irait bien. Sans m'en rendre compte, j'ai vidé le verre, j'ai regardé longuement à l'intérieur, convaincu que je venais d'avaler une boisson chaude, alors que les glaçons... C'était bon, m'a demandé Grover. J'ai fait oui de la tête. Quel goût ça avait. Sa voix était d'une telle mélancolie que je me suis senti coupable. Excuse-moi, j'aurais dû te faire goûter. Il a garquillé les yeux. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me demandais, c'est tout. Un goût de biscuit aux pépites de chocolat. Ceux de maman ont fait maison. Grover a soupiré. Et comment te sens-tu? Capable de projeter Nancy Bobovie à 100 mètres. C'est bien, a-t-il dit. C'est bien. Je ne crois pas que tu puisses te risquer à prendre davantage de ce breuvage. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a retiré le verre vide des mains avec précaution, comme si c'était de la dynamite. Il l'a reposé sur la table. Viens, Chiron et monsieur T attendent. La terrasse faisait tout le tour du corps de ferme. J'avais les jambes en coton. C'était un sacré effort de marcher autant. Grover a proposé de porter la corne du Minotaure, mais j'ai tenu à la garder. J'avais payé ce souvenir assez cher. Je n'étais pas prêt de m'en défaire. Quand nous sommes arrivés de l'autre côté du bâtiment, j'ai eu le souffle coupé. Avant, nous devions être face à la côte nord de l'île, de loin à Island, car de ce côté-ci, la vallée se prolongeait jusqu'à l'océan, qui scintillait à 1 ou 2 kilomètres à l'horizon. Quant à ce que je voyais entre la grande bleue et nous, je ne savais tout simplement pas quoi en faire. Le paysage était parsemé de bâtiments dont l'architecture rappelait la Grèce antique. Un kiosque de plein air, un amphithéâtre, un cirque. À une différence près, ils avaient tous l'air flambant neuf, avec leurs colonnes de marbre blanc qui étincelaient au soleil. À côté, sur un terrain sablé, une douzaine d'ados et de satyres jouaient au volleyball. Des canoës glissaient sur un petit lac. Des gamins en t-shirt orange vif, comme celui de Grover, couraient les uns après les autres, autour d'un groupe de bungalows nichés dans les bois. D'autres s'entraînaient au tir à l'arc. D'autres encore faisaient du cheval le long d'une piste bordée d'arbres. Et soit j'avais des hallucinations, soit certains des chevaux étaient ailés. Au bout de la terrasse, 2 hommes étaient assis à une table de jeu, l'un en face de l'autre. La fille blonde qui
C'est Monsieur T, a chuchoté Grover. C'est le directeur de la colonie. Sois poli avec lui. La fille, c'est Annabeth Chase. C'est une potionnaire, mais elle est là depuis longtemps. Plus longtemps que tout le monde. Tu connais déjà Chiron. Il a montré du doigt le type qui me tournait le dos. J'ai d'abord remarqué qu'il était assis dans un fauteuil roulant, puis j'ai reconnu la veste de Druide, les cheveux châtains clairsemés. Monsieur Brunner, me suis-je écrié. Le professeur de latin s'est retourné et m'a souri. Ses yeux brillaient de la même étincelle malicieuse qu'il avait parfois en classe, quand il nous avait concocté un test à choix multiples dont toutes les bonnes réponses étaient le B. Ah, Percy, très bien, tu le dis. Nous voici 4 jours. Voici 4 heures pour jouer à la belote. Il m'a offert une chaise à la droite de Monsieur D, qui m'a regardé avec des yeux injectés de sang, puis a poussé un gros soupir. Oh, bon, faut bien que je le dise. Alors, bienvenue à la colonie de Sang-Mêlé. Voilà, c'est fait. Maintenant, ne t'imagine pas que je sois content de te voir. Merci. Je me suis un peu écarté de lui parce qu'il y a une chose que j'ai apprise en vivant avec Gabi. C'est à reconnaître quand un adulte a taquiné la bouteille et si Monsieur T ne touchait jamais à l'alcool. Alors moi j'étais un satire. Annabeth a appelé Monsieur Brunner. La fille blonde s'est rapprochée et Monsieur Brunner nous a présenté. Cette jeune demoiselle t'a soigné jusqu'à ton rétablissement. Percy, Annabeth, ma chère, si tu allais t'occuper du lit de Percy, nous allons l'installer au bungalow 11 pour le moment. Entendu, Chiron a dit Annabeth. Elle devait avoir mon âge, mesurer quelques centimètres de plus que moi, peut-être, et paraissait bien plus sportive, très bronzée, les cheveux blonds bouclés. C'était presque le stéréotype de la californienne, tel que je me l'imaginais. À part ses yeux qui chamboulaient complètement le tableau, elle avait des yeux d'un gris étonnant comme des nuages d'orage, beaux mais intimidants. Aussi, comme si elle était en train de jauger la meilleure façon de me combattre au corps à corps. Elle a jeté un coup d'œil à la corne de Minotaure entre mes mains, puis elle m'a regardé de nouveau. J'ai cru qu'elle allait s'exclamer « Tu as tué un Minotaure » ou « La vache, t'es trop fort », un commentaire de cette veine, de quoi elle a dit « Tu baves dans ton sommeil ». Sur ces mots, elle est partie en courant dans la prairie, ses cheveux blonds flottant dans l'air derrière elle. Alors ai-je dit désireux de changer de sujet. Vous, travaillez ici pour Monsieur Brunner. Pas Monsieur Brunner, a dit Lex M. A dit Lex, Monsieur Brunner. C'est un pseudonyme, je le crains. Tu peux m'appeler Chiron. D'accord, un peu perdu, j'ai regardé le directeur. Et Monsieur D, cela signifie-t-il quelque chose? Monsieur D a cessé de battre les cartes. Il m'a regardé comme si je venais de lâcher un roi tonitruant. Jeune homme, les noms sont des choses puissantes. On ne les prononce pas comme ça sans raison. Ah bon, excusez-moi. Je dois dire, Percy, a interrompu Chiron Brunner, que je suis content de te voir en vie. Cela faisait longtemps que je n'avais pas rendu visite à domicile à un pensionnaire potentiel. La pensée d'avoir perdu mon temps m'aurait été désagréable. Visite à domicile. On a né à l'Institut Yancy pour t'instruire. Nous avons des satires à l'affût dans la plupart des écoles. Grover m'a alerté dès qu'il t'a rencontré. Il a senti que tu étais spécial. C'est pourquoi j'ai décidé de venir à Yancy. J'ai convaincu le professeur de latin de prendre un congé. J'ai essayé de me rappeler le début de l'année scolaire. Cela paraissait tellement loin. Toutefois, je me souvenais vaguement que nous avions eu un autre professeur de latin. Ma première semaine de cours à Yancy. Puis, sans explication, il avait disparu et Monsieur Brunner avait repris la classe. Vous êtes venu à Yancy juste pour me donner des cours. Chiron a acquisé. Pour être honnête, au début, j'avais des doutes à ton sujet. Nous avons contacté ta mère et nous l'avons informée que nous te suivions de près au cas où tu sois mûr pour la colonie des Sang-Mêlés. Mais il te restait encore temps à apprendre. Cela dit, tu es arrivé ici vivant, ce qui est toujours le premier test. Grover a dit Monsieur D, d'un ton impatient. Tu joues oui ou non? Oui, monsieur. Grover tremblait quand il a tiré la 4e chaise, et je me suis demandé ce qui pouvait bien lui faire peur chez un petit homme peu
chemise hawaïenne a imprimé mes tigres. Tu sais jouer à la belote, bien sûr, m'a demandé Monsieur D en me gratifiant d'un regard soupçonneux. Je suis désolé, mais en fait non, ai-je répondu. Je suis désolé, mais en fait non, monsieur, a-t-il corrigé. Monsieur, ai-je répété. Le directeur de la colonie me plaisait de moins en moins. Eh bien, m'a-t-il dit, avec les combats de gladiateurs et Pac-Man, c'est l'un des plus grands jeux jamais inventés par les humains. J'aurais pensé que tous les jeunes gens civilisés connaissent les règles. Je suis sûr que Percy peut les apprendre, a dit Chiron. S'il vous plaît, ai-je demandé, quel est cet endroit? Qu'est-ce que je fais là? Monsieur Brun, monsieur Chiron, qu'est-ce qui vous a pensé à aller ainsi pour me faire court? Je lui ai posé la même question, a dit monsieur D, en plissant le nez. Le directeur de la colonie distribuait les cartes. Grover tressaillit chaque fois qu'une carte atterrissait sur sa pile. Chiron m'a souri avec bienveillance, comme il le faisait au cours de latin, l'air de sous-entendre que quelle que soit ma moyenne, j'étais son élève tête et qu'il comptait sur moi pour avoir la bonne réponse. Percy, m'a-t-il demandé, ta mère n'a-t-elle rien dit? Elle m'a dit, je me suis souvenu de ses yeux tristes tournés vers la mer. Elle m'a dit qu'elle avait peur de m'envoyer ici, même si c'était la volonté de mon père. Elle m'a dit qu'une fois que je serai ici, je ne pourrai sans doute plus repartir. Elle voulait me garder près d'elle. Typique qu'a fait monsieur D. En général, c'est comme ça qu'ils se font tuer. Jeune homme, tu fais ton annonce oui ou non? Quoi? Ai-je demandé. Il m'a expliqué, non sans impatience, comment on faisait une annonce à la belote, et je me suis exécuté. Je crains que ce soit trop complexe, a dit Chiron. Je ne suis pas sûr que notre film d'orientation suffise. Film d'orientation, ai-je demandé. Non, a tronché Chiron. Écoute, Percy, tu sais que ton ami Grover est un satire. Tu sais, il a montré du doigt la corne dans le carton chaussure. Que tu as tué un minotaure. Ce qui n'est pas un mince exploit. D'ailleurs, jeune homme, ce que tu ignores peut-être, c'est que de grandes puissances sont à l'œuvre dans ta vie. Les dieux, les forces que tu appelles les dieux grecs, sont bien vivants. J'ai regardé les deux autres assis à la table. J'ai attendu que l'un de ces s'exclame. Bien sûr que non. Mais le seul à prendre la parole a été Monsieur D, qui s'est écrié. Rebelote, je ramasse. Il a compté ses points en glousant. Monsieur D, a demandé timidement Grover, si vous ne la mangez pas, pourrais-je vous avoir votre canette de Coca Light? Pourrais-je avoir votre canette de Coca Light? Hein? Ouais, d'accord. Grover a arraché un grand bout de la canette d'aluminium vide et l'a mastiqué avec morosité. Attendez, ai-je dit à Chiron, vous me dites que Dieu existe. Voyons, a fait Chiron, Dieu D majuscule. Dieu, il s'agit là d'une toute autre affaire. Laissons la métaphysique de côté. La métaphysique, mais vous me parliez à l'instant de les dieux au pluriel, c'est-à-dire d'êtres puissants qui ont la faculté d'affecter, voire de contrôler les forces de la nature et d'interférer dans les entreprises humaines. Pour nous autres, ce sont les dieux immortels de l'Olympe. C'est une affaire de moindre importance. De moindre importance. Exactement, les dieux dont nous discutions en cours de latin. Zeus et Chti, Héra, Apollon, c'est d'eux dont vous parlez. Et ça a recommencé, un grondement de tonnerre lointain par une journée sans nuages. Jeune homme, a dit Monsieur D, à la place, je ferai vraiment attention à ne pas lancer ce genre de nom à tout bout de champ. Mais ce sont des histoires, je protestais. Ce sont des mythes pour expliquer la foudre, les saisons, tous ces phénomènes. C'est ce que les gens croyaient avant l'arrivée de la science. La science, a ricané Monsieur D. Dis-moi, Percy Jackson. J'ai sursauté en l'entendant m'appeler par mon véritable nom, que je n'avais jamais dit à personne. Que penseront les gens de ta science dans 2000 ans? A continué Monsieur D. Ils la traiteront de charabia primitif. Et voilà tout. Ah, j'adore les mortels. Ils n'ont aucun sens de la perspective historique. Ils se croient tellement avancés. Et qu'en penses-tu? Chiron, le sont-ils? Regarde ce garçon et dis-moi. Le directeur de la colonie ne me plaisait pas beaucoup, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il m'avait traité de mortel, comme si lui-même ne l'était
aussi un mythe créé seulement pour expliquer comment les petits garçons peuvent se remettre de la perte de leur mère. Mon cœur s'est emballé. Je ne sais pas pourquoi il essayait de me mettre en colère, mais je n'allais pas me laisser emporter. Ça ne me plairait pas, ai-je répondu. Il n'empêche que je ne crois pas aux dieux. Ben, t'aurais intérêt à bouconner Monsieur D avant qu'un de nous deux ne te carbonise. Grover est alors intervenu. S'il vous plaît, monsieur, il vient de perdre sa mère, il est en état de choc. Heureusement pour lui, a grommelé Monsieur D, qui a jeté une garde. C'est déjà assez pénible d'être coincé à ce poste lamentable. En plus, s'il faut travailler avec des garçons qui ne croient même pas. Il a agité la main et une coupe s'est matérialisée sur la table, comme si la lumière du soleil s'était réfractée un bref instant pour transformer l'air en verre. La coupe s'est remplie de vin rouge. J'en suis resté bouche bée, mais Chiron a à peine levé la tête. Monsieur D, a-t-il dit, vos restrictions. Monsieur D a regardé le vin en feignant la surprise. Aïe, 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 il a tourné les yeux vers le ciel. Désolé, s'est-il écrié, c'est l'habitude de vos grondements de tonnerre. Monsieur D a acheté la main une seconde fois, et le verre de vin s'est changé en une nouvelle canette de Coca Light. Il a poussé un soupir malheureux, fait sauter la capsule et reporté son attention sur son jeu. Chiron m'a lancé un clin d'œil. Monsieur D a offensé son père. Il y a quelque temps, il s'est toqué d'une nymphe des bois qui avait été déclarée zone interdite. Une nymphe des bois, ai-je répété, fixant toujours la canette de coca, comme si elle avait surgi de l'espace. Oui, avouez, monsieur D. Père adore me punir. La première fois, ça a été la prohibition abominable. 10 années d'horreur totale. La deuxième fois, faut dire, il était vraiment joli. J'ai pas pu résister. La deuxième fois, il m'a envoyé ici. La colline des Sans-Mêlés, colonie de vacances pour des morveux de ton espèce. Essayez d'exercer une meilleure influence. Il m'a dit de travailler avec les jeunes au lieu de les démolir. Ah, injustice totale. Monsieur D me faisait penser à un gamin boudeur de 6 ans. Et ai-je pas fouillé, votre père est dit immortel. Chiron, s'est exclamé Monsieur D. Je croyais que tu avais enseigné les bases à ce garçon. Mon père est Zeus, bien sûr. J'ai passé en revue dans ma tête les noms de la mythologie grecque, le vin, la peau de tigre. Tous les satyres qui semblaient travailler ici. Tous les satyres qui semblaient travailler ici, l'attitude servile de Grover, comme si Monsieur D était son maître. Vous êtes Dionysos, et je dis, le dieu du vin. Monsieur D a roulé les yeux. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes de nos jours, Grover? Trop fort, c'est ça? Oui, oui, Monsieur D. Trop fort, Percy Jackson. Tu croyais peut-être que j'étais Aphrodite. Vous êtes un dieu, oui, petit. Vous, un dieu. Elle s'est tournée pour me regarder bien en face. J'ai aperçu une sorte de feu violacé dans ses yeux, qui suggérait que ce petit homme grincheux et bedonnant ne me montrait qu'une part infime de sa véritable nature. Puis j'ai vu défiler des images d'un croyant, périssant, étouffé sous des grappes de raisin, de guerriers ivres, rendus fous par la griserie du combat, des marins hurlant alors que leurs mains se transformaient en nageoires et que leurs visages s'allongeaient en museaux de dauphin. J'ai compris que si j'insistais, Monsieur D me montrerait des choses bien pires. Il introduirait dans mon cerveau une maladie qui me ferait passer le restant de mes jours en camisole de force dans une chambre cabitonnée. Aimerais-tu me mettre à l'épreuve, petit?
Il avait l'air un peu inquiet. Ce vieux Dionysos n'est pas vraiment fâché, il déteste son boulot, c'est tout. Il est privé de sortie si tu veux, et il ne supporte pas l'idée de devoir attendre encore un siècle avant de pouvoir retourner à l'Olympe. Le mont Olympe, êtes-vous en train de me dire qu'il y a bel et bien un palais là-bas? Alors voyons, il y a le mont Olympe en Grèce, et puis il y a la résidence des dieux olympiens, le point de convergence de leur puissance, qui se trouvait effectivement sur le mont Olympe. Au départ, on l'appelle toujours mont Olympe par respect pour la tradition, mais le palais se déplace. Percy, tout comme le font les dieux, voulait dire que les dieux grecs sont ici, genre aux États-Unis. Mais très certainement, les dieux se déplacent avec le cœur de l'Occident. De quoi? Voyons Percy, ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Tu pensais que c'était juste un concept abstrait. Tu sais bien que la Grèce antique est le berceau de notre civilisation. Les dieux olympiens lui sont intimement liés. Ils ont assisté à sa naissance il y a près de 3000 ans. C'est en Grèce qu'elle a connu son premier essor, jeté les bases de sa philosophie, de sa science et de ses beaux-arts. Puis comme tu le sais, du moins je l'espère, puisque tu as assisté à mon cours, Rome a supplanté Athènes et elle est devenue le nouveau centre politique et culturel de cette civilisation qu'elle a répandue à travers l'Europe en construisant l'Empire romain. Les dieux ont suivi le mouvement et se sont installés à Rome. Oh, avec des noms différents peut-être, Jupiter pour Zeus, Vénus pour Aphrodite et ainsi de suite, mais c'était les mêmes forces, les mêmes dieux. Et puis ils sont morts. Morts? Non, l'Occident est-il mort? Les dieux olympiens ont juste continué de se déplacer, partant toujours s'établir là où la civilisation occidentale, la civilisation occidentale était la plus dynamique. Selon les différentes phases de son histoire. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, pendant un certain temps, plusieurs siècles en Angleterre. Il te suffit de regarder l'architecture. Les gens n'oublient pas les dieux dans chacun des lieux où ils ont régné. Au cours des 3 derniers millénaires, tu peux les voir en tableau et en statues sur les édifices les plus importants. Et oui, Percy, bien sûr, ils se trouvent maintenant dans les États-Unis d'Amérique. Tu sais bien que les colons venus d'Europe ont emporté leur culture avec eux. Sur cette terre, regarde votre symbole, l'aigle américain, c'est l'aigle de Zeus. Regarde la statue de Prométhée au Rockefeller Center à New York. Regarde les façades grecques des bâtiments gouvernementaux. À Washington, je te mets au défi de trouver une seule ville des États-Unis où les Olympiens ne soient pas représentés en grande pompe en plusieurs endroits, que ça te plaise ou non. Et crois-moi, beaucoup de gens ne raffolaient pas de Rome non plus. À l'heure actuelle, les États-Unis sont le fer de lance de l'Occident. L'Olympe se trouve donc ici, et nous aussi. C'était trop pour moi. Tout cela, surtout le fait que Chiron semblait m'inclure dans son nous, comme si j'appartenais à je ne sais quel club. Qui êtes-vous, Chiron? Qui suis-je? Chiron a souri. Il a remué comme s'il allait sortir de son fauteuil roulant, mais je savais que c'était impossible, il était paralysé depuis la taille. Qui es-tu? A-t-il repris d'un ton songeur. Eh bien, c'est là dont nous cherchons tous la réponse, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, nous ferions bien de te trouver un lit au bungalow 11. Tu vas rencontrer de nouveaux amis. Nous aurons tout le temps pour étudier demain. En plus, il y aura des marshmallows grillés au chocolat au feu de camp ce soir. Et j'adore le chocolat. Là-dessus, il est bel et bien sorti de son fauteuil roulant. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans sa façon de faire. Sa couverture est tombée de ses genoux. Mais ses jambes n'ont pas bougé. Sa taille s'est mise à s'allonger, en poussant de sa ceinture. Au début, j'ai cru qu'il portait des caleçons longs, en velours blanc, mais au fur et à mesure qu'il s'extirpait de son fauteuil et dépassait la taille d'un homme, je réalisai que le caleçon de velours n'était pas un caleçon, c'était le devant d'un animal, du muscle et des tendons. Sous une épaisse
épaisse fourrure blanche, et le fauteuil roulant n'était pas un fauteuil roulant, c'était une sorte de récipient, d'immenses boîtes sur roues, qui devait avoir des pouvoirs magiques car sinon elle n'aurait jamais pu le contenir en entier. Une patte est sortie, longue et noueuse, terminée par un gros sabot, poli, puis une autre patte avant, puis l'arrière-train, et la boîte s'est retrouvée vide, simple coquille de métal garnie de 2 fausses jambes humaines. Je regardais avec stupéfaction le cheval qui venait de jaillir du fauteuil roulant. Un immense étalon blanc, mais à l'emplacement de son cou commençait le tronc de mon professeur de latin qui se fondait harmonieusement avec le corps du cheval. Quel soulagement, dit le centaure. Je suis enfermé là-dedans depuis si longtemps que mes pieds commençaient à s'engourdir. Viens maintenant, Percy Jackson. Allons rencontrer les autres pensionnaires. On est au chapitre 6. Alors, chapitre 6. Je deviens seigneur suprême des toilettes. Quand j'ai été remis du fait que mon prof de latin était un cheval, nous avons fait une agréable visite des lieux, mais j'ai soigneusement évité de marcher derrière lui. J'avais fait partie plusieurs fois de l'équipe de ramassage de gredins au défilé à cheval du grand magasin Macy's pour la fête nationale de Thanksgiving, et je suis désolé mais je ne faisais pas autant confiance à l'arrière-train de Chiron qu'à l'avant de sa personne. Nous sommes passés devant le terrain de volleyball. Plusieurs pensionnaires ont échangé des coups de coude. L'un d'eux a pointé du doigt vers la grande minotaure que je tenais entre mes mains. On autre a dit c'est lui. La plupart des pensionnaires étaient plus âgés que moi. Leur ami satire était plus grand que Grover et trottait tout en t-shirt orange avec l'inscription Colonie de sang des sans mêlés, sans rien d'autre, pour couvrir leur arrière-train nu au pelage. Broussailleux, je n'étais pas spécialement timide d'ordinaire, mais leur façon de me regarder me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression qu'ils s'attendaient à ce que je fasse un saut de main ou je ne sais quoi. Je me suis retourné vers le corps de ferme. Je n'avais pas remarqué de prime abord que le bâtiment était aussi grand. 3 étages, plus ciel, avec un liseré blanc, un peu comme un luxueux hôtel de bord de mer. J'examinais la girouette de laiton en forme d'aigle lorsque quelque chose attira mon attention, une ombre à la fenêtre, la plus élevée des combles. Quelque chose avait écarté le rideau. Juste une seconde, j'ai eu la distincte impression d'être surveillé. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ai-je demandé à Chiron. Il a regardé dans la direction que je lui ai montré du doigt, et son sourire s'est effacé. Le grenier, c'est tout. Y a-t-il quelqu'un qui vit là? Non, a-t-il répondu avec fermeté. Pas la moindre créature. J'ai eu le sentiment qu'il était sincère, mais j'avais aussi la certitude qu'on avait écarté ce rideau. Viens, Percy, a repris Chiron, l'un d'un ton joyeux qui était à présent un peu forcé. Nous avons beaucoup de choses à voir. Nous avons traversé les champs de fraises, où plusieurs pensionnaires faisaient la quête en remplissant des paniers entiers au son d'un pipeau que jouait un satyre. Chiron m'a expliqué que la colonie obtenait de belles récoltes de fraises qu'elle vendait au Mont Olympe et au restaurant de New York. Ça couvre nos frais, m'a-t-il dit, et les fraises ne demandent pratiquement aucun effort. Il m'a raconté que Monsieur D avait un effet particulier sur les plantes à fruits. Sa présence les rendait exubérantes. C'était avec les raisins que ça marchait le mieux, mais comme Monsieur D était interdit de vigne, il cultivait des fraises. J'ai observé le satyre qui jouait du pipeau. Sa musique chassait du parterre de fraises des files d'insectes qui fuyaient dans toutes les directions comme des réfugiés. Fuyant un incendie, je me suis demandé si Grover était capable de produire ce type de magie en jouant de la musique. Je me suis demandé s'il était toujours à l'intérieur de la ferme, à se faire enguirlander par Monsieur D. Grover ne va pas avoir trop d'ennuis, j'espère. Ai-je demandé à Chiron? Je veux dire, c'est un bon protecteur,
Chiron a soupiré. Il a retiré sa veste enduite et l'a drapée comme une selle en travers de son dos. Grover a de grands rêves. Percy peut-être plus grand qu'il ne serait raisonnable. Pour atteindre son but, il doit d'abord faire la preuve de son courage en menant à bien sa mission de gardien, c'est-à-dire trouver un nouveau pensionnaire, veiller sur lui et l'amener sain et sauf à la colline de Sans-Mêlé. Mais il l'a fait ça. Je serais plutôt d'accord avec toi, dit Chiron, mais ce n'est pas à moi qu'il revient d'en juger. C'est à Dionysos et au conseil des sabots fendus de décider. Et j'ai peur qu'il ne considère pas cette émission comme un succès. Après tout, Grover t'a perdu à New York. Puis, il y a le triste sort de ta mère. Plus le fait que Grover était inconscient quand tu l'as traîné dans l'enceinte de la propriété. Le conseil risque de trouver que ce n'est pas une démonstration de courage de la part de Grover. Je voulais protester, rien de ce qui était arrivé n'était la faute de Grover. De plus, je me sentais très coupable. Si je n'avais pas faussé compagnie Grover à la Caroutière, peut-être m'aurait-il pas eu d'ennui. Ils vont lui donner une seconde chance, n'est-ce pas? Chiron a grimacé. C'était sa seconde chance, Percy. J'en ai bien peur. Le conseil n'était pas très chaud pour lui donner. D'ailleurs, vu ce qui s'était passé la première fois il y a 5 ans, l'Olympe, c'est que je lui ai conseillé d'attendre davantage avant d'essayer à nouveau. Il est encore tellement petit pour son âge. Quel âge a-t-il? Oh, 28 ans. Quoi? Et est-il en 6ème? Les satyres ne mûrissent pas aussi vite que les humains, Percy. Ça fait 6 ans que Grover plafonne à un niveau scolaire de collégien. C'est horrible. Je suis bien d'accord. Qui plus est, même d'après les critères des satyres, Grover est tout le contraire d'un élève précoce et il n'a pas encore une bonne maîtrise de la magie. Sylvestre, malheureusement, il était impatient de réaliser son rêve. Peut-être va-t-il trouver une autre voie maintenant. Ce n'est pas juste, ai-je dit. Que s'est-il passé la première fois? Quelque chose de vraiment grave. Chiron a vivement détourné le regard. Continuons notre promenade, tu veux. Mais je n'étais pas encore disposé à abandonner ce sujet de conversation. Quelque chose avait fait tilt dans ma tête quand Chiron avait évoqué le sort de ma mère, comme s'il évitait délibérément d'employer le mot mort. Les prémices d'une idée, une minuscule flamme d'espoir, germait dans mon esprit. Chiron, ai-je dit, si les dieux et l'Olympe et tout ça sont réels? Oui, mon petit. Cela signifie-t-il que les enfers sont réels eux aussi? Le visage de Chiron s'est assombri. Oui, mon petit, a-t-il répondu. Et il s'est tu un instant, comme pour choisir soigneusement ses mots. Il y a un lieu où vont les esprits après la mort, mais pour le moment, tant que nous n'en saurons pas davantage, je t'engage vivement à chasser ces pensées de ton esprit. Que voulez-vous dire par tant que nous n'en saurons pas davantage? Viens, Percy, allons voir les bois. En approchant, j'ai pris conscience que la forêt était immense. Elle occupait au moins un quart de la vallée, et les arbres étaient si denses et si hauts qu'on aurait facilement pu penser que personne n'y avait mis les pieds depuis que les derniers Indiens d'Amérique en avaient été chassés. Les bois sont garnis, a dit Chiron. Tente ta chance, si ça te dit, mais emporte une arme avec toi. Garnie de quoi, ai-je demandé? Quoi comme arme? Tu verras, nous avons capturé l'étendard vendredi soir. As-tu une épée avec un bouclier à toi? Une? Non, évidemment. À couper, Chiron. Je crois qu'une taille 5 devra te convenir. Je passerai à l'arsenal plus tard. J'ai eu envie de lui demander quel genre de colonie de vacances disposait d'un arsenal, mais il y avait trop d'autres informations à intégrer et la visite a continué. Nous avons vu le terrain de tir à l'arc, le plan d'eau réservé aux canot et kayak, les écuries que Chiron n'avait pas l'air d'apprécier beaucoup, le terrain de lancer de javelot, l'amphithéâtre réservé aux soirées de chant et l'arène où m'a dit Chiron se tenaient les combats à l'épée
Ah oui, et voilà le réfectoire. Chiron a pointé du doigt vers un édifice de plein air entouré de colonnes grecques, en haut d'une colline qui dominait la mer. Il y avait une douzaine de tables de pique-nique en pierre, pas de toit, pas de mur. Que faites-vous quand il pleut? Ai-je demandé. Chiron m'a regardé comme si j'avais un peu perdu la boule. Eh bien, on a quand même besoin de manger, non? J'ai préféré laisser tomber. Pour finir, il m'a montré les bungalows. Il était au nombre de 12, disposés en U, 2 à la base et 5 de chaque côté. Et sans l'ombre d'un doute, c'était l'assortiment de bâtiments le plus bizarre que j'ai jamais vu. En dehors des grands numéros de cuivre qui surmontaient les portes, un père à gauche, père à droite, les bungalows n'avaient absolument rien en commun. Le numéro 9 était hérissé de cheminées comme une usine. Le numéro 4 avait les murs recouverts de plants de tomates et un toit en verre. Le numéro 7 paraissait construit en or, massif, et il scintillait si fort au soleil qu'il était presque impossible à regarder. Tout donnait sur un espace à peu près grand comme un terrain de football, où étaient disposés ça et là des statues grecques, des fontaines, des massifs de fleurs et de paniers de basketball, ce qui était plus mon truc. Au milieu se trouvait un âtre de plein air, bordé de pierres malgré la douceur de l'après-midi. Un feu y était allumé. Une petite fille qui devait avoir 9 ans le surveillait, attisant les braises avec un bâton. Les 2 bungalows étaient à la tête du terrain. Les numéros 1 et 2, de grandes boîtes de marbre avec des frontispices en colonnade, me faisaient penser à des mausolées jumeaux. Elle et lui. Le bungalow 1 était le plus grand et le plus imposant des 12. Ses portes de bronze poli brillaient comme un hologramme, de sorte que sous différents angles, on voyait des éclairs. Séparait le métal. Le numéro 2 était plus gracieux, avec ses colonnes minces, garnies de guirlandes de grenades et de fleurs, de reliefs, de pamons, décoraient les murs. Zeus et Héra, ai-je deviné? Exact, a dit Chiron. Leurs bungalows ont l'air vides. Certains bungalows le sont. C'est vrai, personne n'occupe jamais le numéro 1 ni le numéro 2. D'accord, chaque bungalow avait un dieu différent, comme une mascotte. 12 bungalows pour les 12 Olympiens. Mais pourquoi certains d'entre eux restaient-ils vides? Je me suis arrêté devant le premier bungalow, sur la gauche, le numéro 3. Ce n'était pas un édifice haut et imposant comme le numéro 1, mais une bâtisse longue, basse et solide. Les murs extérieurs étaient en pierre brute, grise, incrustée de coquillages et de morceaux de corail, comme si les blocs avaient été taillés à même le fond de l'océan. J'ai passé la tête dans l'encadrement béant de la porte et Chiron m'a aussi dit: oh non, n'entre pas. Avant qu'il n'ait pu me dire en arrière, j'ai senti une odeur salée qui m'a rappelé celle du vent sur la plage de Montauk. Les parois intérieures du bungalow luisaient comme de la nacre. Il y avait 6 lits superposés, garnis de draps de soie rabattus, sans aucun signe. Pourtant, que quelqu'un n'y ait jamais dormi, le lieu dégageait un tel sentiment de tristesse et de solitude que j'étais soulagé quand Chiron m'a mis la main sur l'épaule en disant: allez, viens, Percy. La plupart des autres bungalows étaient habités. Le numéro 5 avait une façade rouge badigeonnée, comme si on y avait balancé la peinture avec des os, qu'on l'avait éclaté à la main, et qu'on l'avait étalé à la main. Le fait du toit était hérissé de barbelés. Une tête de sanglier empaillée surmontait la porte, et j'ai eu l'impression que ses yeux me suivaient. À l'intérieur, j'ai aperçu un groupe de gosses à l'air méchant, des garçons et des filles qui faisaient des parties de bras de fer et se disputaient dans un vacarme de musique rock tonitruante. La plus brillante était une fille de 13 ans, 13 ou 14 ans. Elle portait un t-shirt colonisé sans mêlée, XXL, sous une veste de camouflage. Elle a foncé droit sur moi et m'a gratifié d'un ricanement mauvais. Elle m'a fait un peu penser à Nancy. Bobo fille, sauf qu'elle était bien plus grande et plus féroce d'aspect, et qu'elle avait les cheveux longs et raides, bruns au lieu de roux. J'ai poursuivi mon chemin en essayant d'éviter les sabots de Chiron. Nous n'avons pas vu d'autres centaures, et j'observais. Non, a répondu tristement Chiron, mais semblable forme un peu plus sauvage
J'ai beaucoup gagné avec la réalisation de ce souhait et renoncé à beaucoup de choses également, mais je suis toujours là. Je ne peux donc qu'en conclure qu'on a encore besoin de moi. J'ai réfléchi à ce que cela représentait d'être prof pendant 3000 ans. Je ne l'aurais pas mis sur ma liste des 10 choses que je désire le plus au monde. Vous ne trouvez jamais cela ennuyeux? Non, non, a dit Chiron, horriblement déprimant parfois, mais ennuyeux jamais. Pourquoi déprimant? Une fois de plus, Chiron avait la sourde oreille. Ah tiens, a-t-il dit, Annabeth nous attend. La blonde dont j'avais fait la connaissance à la grande maison lisait un livre devant le dernier bungalow de gauche, le numéro 11. Lorsque nous l'avons rejointe, elle m'a toisé d'un œil critique, comme s'il était encore en train de se dire que je bavais beaucoup dans mon sommeil. J'ai essayé de voir ce qu'elle lisait, mais je n'ai pas pu déchiffrer le titre. J'ai pensé que ma dyslexie me jouait des tours, puis j'ai vu que le titre n'était pas en anglais, les lettres, pas non plus. L'air d'être du même alphabet, c'était du grec. En fait, il y avait des images de temples, de statues et de différents types de colonnes, comme dans un livre d'architecture. Annabeth, a dit Chiron, j'ai une masterclass de tir à l'arc. À midi, puis-je te confier Percy? Oui, monsieur. Bungalow 11 a poursuivi Chiron à mon intention avec un geste vers l'entrée. Percy, te voici chez toi. De tous les bungalows, le numéro 11 était celui qui ressemblait le plus à un vieux bungalow de colonie de vacances. J'insiste sur vieux, la dalle du seuil était usée, la peinture marron s'écaillait au-dessus de la porte. On voyait ce symbole qu'ont les médecins, une baguette ailée entourée de 2 serpents. Comment ça s'appelle déjà? Un caducée. À l'intérieur, le bungalow était plein à craquer, de garçons comme de filles, en bien plus grand nombre que les lits superposés. Le sol était couvert de sacs de couchage. On aurait dit un gymnase converti en centre d'évacuation par la Croix-Rouge. Chiron n'est pas entré. L'embrasure de la porte était trop basse pour lui, mais en le voyant, les pensionnaires se sont tous levés et inclinés respectueusement. Bien, a dit Chiron, alors bonne chance, Percy, nous nous reverrons au dîner. Sur ces mots, il est parti au galop vers le terrain de tir à l'arc. Debout sur le pas de la porte, je regardais les pensionnaires. Ils ne s'inclinaient plus, ils me dévisageaient, me jaugeaient. Je connaissais bien ce petit jeu. J'y avais participé dans suffisamment d'écoles. Eh bien, m'a lancé Annabeth, vas-y. Alors bien sûr, j'étais rebuché en entrant et je me suis couvert de ridicule. Quelques ricanements ont fusé, mais personne n'a rien dit. Annabeth a annoncé. Percy Jackson, je te présente le bacalon 11. Régulier ou indéterminé à démonter quelqu'un. Je ne savais pas quoi répondre, mais Annabeth a dit indéterminé. Tout le monde a grogné. Un garçon, qui était un peu plus âgé que les autres, s'est avancé. Voyons, voyons, pensionnaire, nous sommes là pour ça. Sois le bienvenu, Percy. Tu peux prendre ce coin par terre, juste là. Il avait dans les 19 ans et paraissait plutôt sympa. Il était grand et musclé, avec des cheveux blonds coupés courts et un sourire chaleureux. Il portait un débardeur orange, un short taillé dans un jean, des sandales et autour du cou un lien de cuir avec 5 perles d'argile de couleurs différentes. La seule chose qui était troublante dans son apparence, c'était une épaisse balafre blanche qui lui parait le visage, de l'œil droit à la mâchoire, comme un ancien couteau au couteau. C'est Luc, m'a dit Annabeth, d'une voix qui m'a paru légèrement différente. Je lui ai jeté un coup d'œil, et j'aurais juré qu'elle rougissait. Elle a remarqué que je la regardais, et son expression s'est durcie à nouveau. C'est ton conseiller, pour le moment. Pour le moment, ai-je demandé. Tu es indéterminé, m'a expliqué Luc. Avec patience, ils ne savent pas dans quel bungalow te placer, alors tu te retrouves ici. Le bungalow 11 accueille tous les nouveaux venus, tous les visiteurs, et c'est bien naturel. Hermès, notre protecteur, est le dieu des voyageurs. J'ai regardé la minuscule portion de sol qu'il m'avait attribuée. Je ne disposais de rien dont je puisse me servir pour marquer mon territoire. Pas de bagages, pas de vêtements, pas de sac de couchage, juste la corne du Minotaure. J'ai pensé à la déposer dans mon carré de sol, mais je me suis alors rappelé qu'Hermès était aussi le dieu des voleurs. J'ai regardé les visages des pensionnaires autour de moi.
Certains étaient moroses et méfiants, d'autres souriaient bêtement, d'autres encore me reluquaient comme s'ils guettaient l'occasion de me faire les poches. Combien de temps vais-je rester ici? Ai-je demandé. Bonne question, a répondu Luc. Jusqu'à ce que tu sois déterminé. Combien de temps? Combien de temps ça va prendre? Les pensionnaires m'ont tous éclaté de rire. Viens, m'a dit Annabeth, je vais te montrer le terrain de volleyball. Je l'ai déjà vu. Viens. Elle m'a attrapé par le poignet et m'a tiré dehors. J'ai entendu les pensionnaires bungalow rire dans mon dos. Au bout d'un mètre ou deux, Annabeth m'a dit: Jackson, il faut que tu assures un peu mieux que ça. Quoi? Elle a roulé les yeux et grommelé à mi-voix. Quand je pense que j'ai cru que c'était toi. C'est quoi ton problème? Son attitude commençait à m'agacer. Tout ce que j'ai, c'est que j'ai tué une espèce d'homme taureau. Ne parle pas comme ça. Sais-tu combien de mômes dans cette colonie auraient aimé avoir cette occasion de se faire tuer, de combattre le Minotaure? Pourquoi crois-tu que nous nous entraînons? J'ai secoué la tête. Écoute, si la créature que j'ai combattue était vraiment le faux Minotaure, le fameux Minotaure, celui des histoires, oui, alors il n'y en a qu'un seul, oui, et il est mort depuis un sacré paquet d'années exact. Thésée l'a tué dans le labyrinthe alors. Les monstres ne meurent pas, Percy. On peut les tuer, mais ils ne meurent pas. Ah, merci, ça explique tout. Ils n'ont pas d'âme comme toi et moi. Tu peux les dissiper pour un certain temps, toute une vie si tu as de la chance, mais ce sont les forces primitives. Chiron les appelle des archétypes. Ils finissent toujours par se reformer. J'ai pensé à Madame Dodds. Tu veux dire que si j'en tue un par accident avec une épée, la fure, je veux dire, ta prof de maths, c'est exact, elle est toujours dans le circuit. Tu l'as juste mise très en colère. Comment as-tu courant pour Madame Dodds? Tu parles en dormant. Tu as failli l'appeler d'un autre nom, une furie. Ce sont les tortionnaires d'Hadès, c'est bien ça. Annabeth a jeté un regard inquiet vers le sol, comme si elle s'attendait à ce qu'ils s'ouvrent et l'engloutissent. Tu ne devrais pas les appeler par leur nom, même ici. Nous les appelons les bienveillantes. Si nous en avons vraiment besoin, parlez d'elles. On ne peut rien dire sans déclencher le tonnerre ici. Ou quoi? Même moi, je trouvais que j'avais un ton géniard. Mais pour le moment, ça m'était égal. Et pourquoi dois-je rester au bungalow 11 de toute façon? Pourquoi tant de monde s'entasse dans ce bungalow alors qu'il y a plein de lits vite dans ceux-là? J'ai montré du doigt les premiers bungalows et Annabeth a pâli. On ne choisit pas un bungalow comme ça. Percy, ça dépend de qui sont tes parents ou ton parent. Elle m'a regardé, attendant que je comprenne. Ma mère est Sally Jackson, je dis. Elle travaille à la confiserie de la garde centrale, enfin, travailler. Je suis désolé pour ta maman, Percy, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle de ton autre parent, ton père. Il est mort, je ne l'ai jamais connu. Annabeth a souri. Il était évident qu'elle avait déjà eu cette conversation avec d'autres gamins. Ton père n'est pas mort, Percy. Comment peux-tu dire ça? Tu le connais? Non, bien sûr que non. Alors comment peux-tu dire que... Parce que je te connais toi. Tu ne serais pas ici si tu n'étais pas un des nôtres. Tu ne sais rien de moi. Non. Elle a dressé le sourcil. Je parie que tu es passé d'école en école. Je parie que tu t'es fait souvent renvoyer. Comment? On t'a dit que tu étais dyslexique et aussi que tu souffrais d'hyperactivité sans doute. J'ai essayé de ravaler mon embarras. Quel rapport avec le reste? C'est un ensemble de signes qui ne trompent pas. Les lettres dansent devant tes yeux quand tu lis, n'est-ce pas? C'est parce que ton cerveau est programmé pour le grec ancien. Et le syndrome d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Tu es impulsif. Tu as du mal à rester assis sans bouger pendant les cours. Ce sont tes réflexes du champ de bataille. Dans une situation de combat, il te maintiendrait en vie. Quant à ton déficit d'attention, Percy, c'est parce que tu vois trop de choses, et non trop peu. Tes sens sont supérieurs à ceux d'un mortel normal. Bien sûr, les professeurs veulent qu'on te mette sous médicaments. La plupart d'entre
nourriture et la boisson que nous t'avons donnée pour te fortifier. Si tu étais un gosse normal, ça t'aurait tué, ton sang se serait enflammé, tes os se seraient changés en sable, et tu serais mort. Regarde les choses en face, tu es un sang mêlé. Un sang mêlé. Tant de questions se bousculaient dans ma tête que je ne savais pas par où commencer. C'est alors qu'une voix rauque a hurlé. Et à nouveau. J'ai tourné la tête. La grande fille baraquée du hideux bungalow rouge s'approchait de nous, d'un pas nonchalant. 3 filles la suivaient, massives, laides et féroces, comme elle, toutes en veste de camouflage. Clarisse, a dit Annabeth, en soupirant. Tu ne veux pas aller à Siquetalance? Bien sûr, princesse, a dit la fille baraquée, pour te transpercer avec vendredi soir. Eret Escouracas, a répondu Annabeth. Je ne sais pas comment, mais j'ai compris que ça voulait dire va au corbeau en grec, même si j'avais aussi le sentiment que c'était une injure. Bien pire qu'il n'y paraissait, tu n'as aucune chance. Nous allons te pulvériser, a dit Clarisse. Mais elle a stylé. Peut-être n'était-elle pas si sûre que ça de pouvoir mettre sa menace à exécution. Elle s'est tournée vers moi. C'est qui ce petit avorton? Percy Jackson, a dit Annabeth. Je te présente Clarisse, fille d'Arès. J'ai tressailli, comme le dieu de la guerre. Clarisse a ricané. Ça te pose problème? Non, ai-je répondu en me ressaisissant. Ça explique la mauvaise odeur. Clarissa a poussé un grognement et dit: Nous avons une cérémonie d'initiation pour les nouveaux. Cerfeuil, Percy, c'est pareil, viens, je vais te montrer. Clarissa a commencé. Annabeth, te mêle pas de ça, puis de sagesse. Annabeth a eu l'air chagrinée, mais elle n'a pas insisté. D'ailleurs, je ne souhaitais pas vraiment qu'elle m'aide. J'étais le nouveau, il fallait que je me fasse une réputation. J'ai tendu ma corne de minotaure à Annabeth, et je me suis tenu prêt à me battre, mais sans que j'aie eu le temps de voir venir. Clarisse m'a empoigné par le cou et traîné vers un bâtiment de parpaing. J'ai tout de suite compris que c'était les toilettes. Je donne des coups de pied et des coups de poing. Je m'étais déjà battu plein de fois dans ma vie, mais cette immense Clarisse avait une poignée de fer. Elle m'a traîné à l'intérieur des toilettes. Pour fille, il y avait une rangée de WC d'un côté, une rangée de douche de l'autre. L'odeur était exactement la même que dans n'importe quelle toilette publique. Je me suis dit, si tant est que j'arrivais à penser avec Clarisse, qui m'arrachait les cheveux, que si cet endroit appartenait aux dieux, ils auraient pu se payer des toilettes un peu plus classes. Les copines de Clarisse riaient, et j'essayais de retrouver la force dont je m'étais servi pour combattre le Minotaure. Mais je n'y arrivais pas. Ce tocard de l'étoffe des 3 grands, a dit Clarisse en me poussant vers des WC. J'y crois pas une seconde. Le Minotaure a dû s'écrouler de rire en le voyant tellement il a l'air bête. Ses amis ont ricané debout dans un coin. Annabeth regardait entre ses doigts. Clarisse m'a forcé à m'agenouiller et s'est mis à pousser la tête vers la cuvette. Celle-ci dégageait une puanteur de tuyaux rouillés et de ce qui va dans les WC. Je luttais pour regarder la tête levée, tout en regardant l'eau grasseuse. Je me disais, je ne plongerai pas la tête là-dedans, pas question. Alors il s'est passé quelque chose. J'ai senti une tension au creux de mon ventre. J'ai entendu le plomberie gronder. Les tuyaux tremblaient. Clarisse a desserré sa poigne. Un jet d'eau a fusé de la cuvette en traçant un arc juste au-dessus de ma tête. Et brusquement, j'ignore comment, je me suis retrouvé avalé par terre sur le carrelage tandis que Clarisse, debout derrière moi, hurlait. À l'instant où j'ai tourné la tête, une nouvelle gerbe d'eau a jailli de la cuvette des WC et touché Clarisse en pleine figure avec une telle force qu'elle est tombée sur le derrière. Le jet d'eau a continué de l'arroser comme une lance d'incendie, la poussant violemment vers une des douches. Elle se débattait, hoquetait, et ses amis se sont précipités à sa rescousse. Mais alors les autres WC ont explosé, eux aussi. Et 6 nouveaux jets d'eau ont refoulé les arrivantes. Puis les douches se sont mêlées à la partie, et à eux, tous les jets d'eau ont balayé toutes les filles en veste de camouflage hors des toilettes, les ballottant comme des détritus emportés par un courant. Dès qu'ils ont eu franchi le seuil, j'ai senti la tension au creux de mon ventre se calmer, et l'eau s'est arrêtée aussi vite qu'elle l'avait déferlé. La salle
C'est Annabeth. Je ne sais pas. L'ai-je interrompu? Nous nous sommes dirigés vers la porte. Clarisse et ses amis étaient vautrés dans la boue, et quelques autres pensionnaires s'étaient attroupés autour d'elle. Clarisse avait les cheveux plaqués sur la figure. Sa veste de camouflage était trempée, et elle empestait les égouts. Elle m'a jeté un regard de haine à l'état pur. T'es mort, le nouveau. T'es carrément mort. J'aurais sans doute dû laisser courir, mais j'ai répondu. Tu veux te gargariser ou je te visite de nouveau? Clarisse, ferme ta bouche. Ses amis ont dû la retenir. Elles l'ont entraînée vers le bungalow. 5 et des pensionnaires attroupés se sont vite écartés pour éviter ces coups de pied furieux. Annabeth me dévisageait. J'ignorais si elle était juste dégoûtée ou si elle m'en voulait de l'avoir aspergée. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai demandé. À quoi tu penses? Je pense, a-t-elle répondu, que je te veux dans mon équipe pour capturer l'étendard. Et voilà les amis, c'est la fin de ce chapitre. Ce chapitre